Tu parlais au niveau anglo-saxon tantôt, c'est certain que c'est beaucoup plus développé euh, au niveau anglo-saxon parce que plusieurs auteurs qui ont publié des livres et peut-être, je dirais, dans la culture, il y a une plus grande ouverture aux choses spirituelles, même au niveau de la spiritualité, de façon générale, sont plus avancées, je dirais. Il y a plus de communication par rapport à ça. Mais au niveau francophone, ça se déploie, mais très rapidement, très rapidement. Et je pense que ce qui contribue à ça, quelque part, c'est euh, toutes les avancées scientifiques au niveau anglophone euh, qui appuient un petit peu, on parle de physique quantique, ces choses-là, qui vont rejoindre un petit peu des vérités spirituelles, qu'on est tous interconnectés, que même la nature de l'au-delà, même le travail que Jean-Jacques Charbonnier fait, euh, il y a, on dirait qu'il y a plusieurs sommités, qui est même bon, Emmanuel Ransford, il y en a plusieurs qui commencent à pousser certains trucs, et ça commence à s'ouvrir beaucoup plus au niveau francophone, mais vraiment à une vitesse grand V, je te dirais, plus que ce que les gens pensent. Souvent, les gens me posent même la question, par rapport au Québec, la France, on est en arrière, on est en arrière. Bon, ça a été vrai, mais c'est en train de changer. En tout cas, de mon point de vue, c'est certain que pour vraiment savoir, il faudrait faire un sondage à grande échelle et tout. Ouais. Mais moi, de ce que je peux dire personnellement, quand je vais aux, aux différents événements, les gens que je rencontre quand je suis en France, il y a beaucoup plus d'ouverture et je dirais même qu'il y a beaucoup plus d'ouverture, de curiosité qu'il y avait auparavant. Je dirais, auparavant, il y avait peut-être plus de jugement par rapport à ces choses-là. Ah, c'est du n'importe quoi. Et maintenant, puis même au Québec, je dirais, de recevoir des clients qui ont pas lu par rapport à la spiritualité, qui ont peut-être vu une publicité ou ça les interpelle. C'est comme s'il y a une partie d'eux qui a une certaine curiosité. Et je pense que ça s'inscrit dans une sorte de mouvement, je sais pas si on pourrait même dire mondial, à quelque part, qui a une sorte d'élan qui ça se déploie à tous les niveaux, donc je dirais autant au niveau francophone que probablement même dans d'autres cultures. Tu as beaucoup travaillé avec Mario Borgard, en tout cas ces derniers Euh, mois. Et lui, par exemple, en termes de vente de ses bouquins, comment il estime ça, puisque lui, il écrit aussi en américain, c'est ça? Il publie oui, en c'est langue. ça. Oui, oui, il écrit dans les deux langues. Pour savoir vraiment la question, il faudrait lui poser, mais, euh, mais c'est certain que Mario, Lui aussi bon, confirme. Ouais. oui, 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 ah oui, ouais, ouais. Puis c'en est un autre aussi qui contribue beaucoup. J'ai fait une entrevue justement, il y a un mois ou deux, avec lui sur son dernier documentaire, son premier documentaire qu'il a fait, en fait, qui parle justement du paradigme post-matérialiste, qui va chercher ces concepts-là, que la conscience est non locale, qu'elle n'est pas située dans le corps, et l'existence même de réalités parallèles, qu'on n'est pas juste ce qu'on voit ici sur Terre. Donc, il contribue beaucoup en tant que chercheur à faire la transition vers ce nouveau paradigme-là qui supporte tout ce que les chercheurs en physique quantique, bon, Jean-Jacques Charbonnier, tout ça, le fait que la conscience n'est pas dans le corps, ils découvrent en ce moment. Puis le fait que c'est supporté par la science, ben c'est ça. Je crois que cette science-là, c'est un peu la nouvelle religion, à quelque part. C'est un peu ça qui permet aux gens rationnels d'écouter. Parce qu'avant, c'était juste question de croyance et ceux qui étaient très rationnels, ils écoutaient ça, ils disaient, ouais, mais c'est du n'importe quoi, c'est de la religion. Mais pour moi, spiritualité, religion, c'est deux choses différentes. Mm. Et que maintenant, la science commence à apporter des données qui supportent ce que les mystiques, les médiums, les expérienceurs de mort imminente peuvent rapporter depuis longtemps, mais là, ça devient intéressant. Donc, on est vraiment dans une période intéressante et fascinante au niveau de l'évolution de la spiritualité en ce moment. Et alors, bon, c'est chouette ce mouvement d'une part. Cela dit, moi, je rencontre aussi parfois des psychiatres, tu vois, ou des hypnothérapeutes ericksoniens qui me disent, mais attends,
ton induction, le travail que vous faites en hypnose spirituelle, tout ça n'est qu'une énorme métaphore. Hein, finalement, tout ça n'est que quelque chose de complètement relié à l'inconscient des gens. Et comment toi tu réponds à cette question-là? Parce que c'est compliqué. Évidemment, on a l'impression que l'inconscient collectif, les champs morphiques sont en jeu, hein, dans ce qui se passe du côté du patient, par exemple. Ouais. Moi, je ressens qu'il y a plus que ça. Oui. Mais comment toi tu arrives à mettre un peu de compréhension, un peu de, tu vois, C'est une excellente question et j'adore la question, Philippe, parce que c'est une question que moi, bon, je me suis posée évidemment avant de rentrer dans ce domaine-là et c'est complexe, hein, parce que oui, effectivement, ça peut être des métaphores, oui, ça peut être des archétypes, oui, ça peut être lié à des choses dans l'inconscient collectif et oui, ça peut être des vraies vies antérieures, oui, ça peut être des vraies connexions avec des guides. À la limite, je dirais, tu sais, si quelqu'un me dit c'est juste des métaphores, ben je dirais, mais comment tu le sais? Tu sais, sur quoi on se base pour dire ça? Et c'est pour ça que moi, au début de ma pratique, j'étais vraiment dans une perspective de recherche de la vérité, de la réalité. Est-ce que c'est vrai? Et avec la pratique et en lisant puis en évoluant dans ce domaine-là, ben, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce soit une métaphore, que ce soit quelque chose de l'inconscient collectif, que ce soit une création ou que ce soit vrai, c'est vrai dans le sens vraiment une vie antérieure ou un vrai contact avec un être cher ou un guide, l'impact thérapeutique et évolutif est là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Si une expérience est porteuse, amène vers davantage de bien-être, de compréhension, d'ouverture, d'évolution de la personne, pour moi, c'est ça qui est important. Si ça fait bouger si ça fait évoluer, c'est ça qui est important. Parce que moi, je suis très rationnel, hein, c'est sûr. Ceux qui me connaissent le savent. Et pour qu'on dise qu'une vie antérieure, c'est vraiment ça, ben, il faut avoir des éléments pour le vérifier. Hein? Et ça a été fait. Hein? Je veux dire, il y a des personnes, moi je me rappelle, par exemple, une des premières vidéos que j'avais lues, c'est un policier, au niveau américain, c'est un policier qui s'était fait, je pense, payer une régression vie antérieure pour sa fête et qu'il ne croyait pas à ces choses-là. Puis là, il s'en va voir la personne, l'hypnothérapeute, fait la régression, puis là, il accède à des informations, puis il était un poète, mais pas un poète connu, mais c'est un poète. Puis ça l'avait un petit peu dérangé parce que dans le ressenti, ça semblait vrai. OK? Même si l'esprit conscient demeurait là, puis c'est vrai, c'est pas vrai, mais il y avait quand même un ressenti. Il a commencé, étant détective, en fait, c'est un détective, pas juste un policier, il a commencé à faire des recherches et, si je me rappelle bien, ça a pris quelques années. Il a fini par trouver à quelque part le journal intime de ce poète-là. Okay? Et que dans le journal intime, ben, il y avait plein d'éléments que lui avait accédé. Et là, lui, il a commencé à parler à sa femme, à parler au poste de police. Et là, tout le monde, personne, il a été vraiment confronté. Mais lui, il disait, mais qu'est-ce que vous répondez à ça? T'sais? Donc, il y a quelque chose. Et même moi, personnellement, ça m'est arrivé des clients que j'ai un cas en particulier, un homme qui était venu me voir à Ottawa. Puis c'était drôle parce que lui, il était très nerveux avant la séance. Et il dit, écoute, Jean-Charles, j'ai pas peur de ce que je peux accéder, mais j'ai peur que ça marche pas. J'ai dit, fais-toi-en pas, c'est normal. Presque tout le monde a cette peur-là. C'est pas une peur qui empêche le processus. Et là, la personne, on a fait 2 régressions. Et la première, il est retourné dans une vie passée en France et qui c'était au niveau des délimitations territoriales à ce moment-là. Il y avait la France, la Bretagne, il y avait un petit village que lui, il appelait ça Chapelain-Glin et son métier, c'est de faire des tonneaux. Mais il y a différentes qualités de sujets. En fait, il y en a qui accèdent super clairement, d'autres, différents niveaux de réceptivité. Et lui, c'était hallucinant. Il se rappelait dans les détails plein de trucs. Et après ça, on est allé voir sur Internet, évidemment, ça existe. Puis là, on a trouvé Chapelle-Glin
un tout petit village, à peu près 1000 habitants, que lui, il avait jamais entendu parler de sa vie. Et que là, on a vu des photos, puis il y avait une photo d'une église, entre autres, qui a vu ça, puis il s'est dit, mon Dieu, ça c'est super familier. Puis le mec, il me décrivait comment on construit des tonneaux, là. Tu sais, il allait dans les détails, puis il avait jamais... Bon. Puis dans une deuxième régression, il était en Amérique, au niveau des Amérindiens, et je lui posais des questions. C'était un Swampy Cree, OK, sa tribu, puis il disait nos tipis sont pas triangulaires, c'est des tipis plus c'est comme des demi-cercles. Et puis après ça, on va sur Google et on trouve ça. Donc, intéressant. OK? Pour moi, donc, il y a des choses comme ça qui se passent qu'on peut vérifier, mais moi, tant qu'on ne peut pas vérifier, rationnellement parlant, on ne peut pas dire si c'est vraiment une vie antérieure, si c'est pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai graduellement mis l'accent sur plus un paradigme ou une perspective, pas est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est en quoi c'est utile. Parce que pour moi, si l'inconscient de la personne va chercher une métaphore, va créer une expérience métaphorique qui va aider à libérer d'une peur, qui va aider à libérer un blocage, qui va faire que la personne va se sentir mieux, plus connectée, plus centrée, plus équilibrée, ben c'est OK. Pour moi, OK, je vous partage parce que moi, c'est vraiment l'impact, je dirais même thérapeutico-évolutif. Parce que oui, ça peut être thérapeutique, de libération, de blocage, mais aussi au niveau de l'évolution, quand on connecte avec des informations plus sages, et surtout quand on va dans l'entrevie, connexion avec des guides, des aides de lumière, pour moi, c'est la même chose. Si la personne connecte avec un guide, est-ce que c'est vraiment un guide? Est-ce que c'est sa conscience supérieure? Est-ce que c'est une intelligence supérieure interne, externe, autre? Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est l'impact que ça a et comment c'est aidant pour la personne. Et pour moi, c'est ça qui est important et ça serait dommage, selon moi, de justement dire « Ah, ben vu qu'on ne sait pas si c'est vrai, ben de laisser ça de côté. » Il y a un énorme potentiel là et que j'invite vraiment tous les hypnothérapeutes à explorer et voir par eux-mêmes parce que, bon, toi, tu as commencé à faire des séances, tu le vois, ça a un impact et pour moi, c'est vraiment dans cette optique-là que c'est intéressant de l'aborder. Oui, je partage évidemment ton point de vue. Et effectivement, je découvre tous les jours des impacts. Mais alors, qu'est-ce que toi, tu as noté comme justement bénéfices ou impacts les plus notables? Ben, écoute, il y en a plusieurs. Hein. Puis ça dépend quel type de processus on fait. C'est régression vie antérieure, l'entrevie. Régression vie antérieure, bon, ben, ça peut permettre d'expliquer certaines choses que la personne ne sait pas d'où ça vient, parfois des peurs qu'ils ont dans leur vie, ou des comportements, puis ils savent pas d'où ça vient, puis là, ils comprennent une influence d'une vie passée, et qu'évidemment, quand ça peut permettre de libérer des blocages émotionnels, parfois même au niveau physiologique, hein, des douleurs physiques ou des problèmes physiques qui sont arrivés, que même si on peut pas dire qu'on fait un processus que on ne guérit pas, hein, parce que c'est les médecins qui font ça, mais je dirais comme effet secondaire, parfois, ben, les gens vont libérer, et moi, ça m'est arrivé des douleurs autant, bon, les pieds, les genoux, différents, puis même Benjamin Hérial, il a fait un live dernièrement que dans l'approche, il y avait même une guérison au niveau du cancer qui avait été fabuleuse. Et donc, il y a des choses qui se passent comme ça, mais honnêtement, pour moi, je vois ça comme des bonus, un peu des grâces de la vie. Tu sais, quand il y a vraiment quelque chose de profondément qui change, pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect évolutif, d'aller chercher des nouvelles informations connectées à un point de vue plus sage qui vont nous aider à avancer dans notre vie et que c'est nous qui devons à quelque part avancer parce que l'évolution, ça demande un effort, ça demande, tu sais, pour évoluer de façon générale, hein, je vais vulgariser un petit peu, mais pour évoluer, de façon générale, il faut accéder à des nouvelles informations et les mettre en pratique, voir le feedback et après ça, selon ce feedback-là, on se réajuste. Pour moi, si quelque chose qui
qui se passe, que la personne n'a pas fait d'effort, si on veut. Pour moi, c'est une sorte de grâce au niveau divin, où il y a quelque chose qui a permis ça pour permettre d'aller plus loin. Mais j'ai pas le goût de dire aux gens, c'est pas ça qu'il faut rechercher. C'est dire, accédons à des informations plus sages que maintenant que j'ai ces informations-là, comment je peux les appliquer pour être en charge de mon propre processus d'évolution. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment d'aller connecter à la sagesse intérieure, que cette sagesse-là vienne de la conscience supérieure, qu'elle vienne de guides. Et évidemment, on peut en parler beaucoup, les bénéfices thérapeutiques. Autant, j'irais même jusqu'à dire, pour plusieurs clients, et j'utilise clients, il y en a qui sont offusqués parfois parce que au niveau québécois, on utilise ça. Mais disons sujet, ça va être plus neutre. Pour plusieurs sujets, de vivre une expérience d'amour inconditionnel, ça peut être transformateur parce qu'il y en a plusieurs. Combien de fois j'ai entendu un sujet dire « Mais ce que j'ai ressenti là, je n'ai jamais ressenti ça de nulle part ailleurs. » Et ça, puis on le sait au niveau de l'épigénétique, au niveau de la neuroscience, les émotions qu'on a, ça a des changements à l'intérieur. Puis même Mario, Dr. Beauregard, lui, il est convaincu que des expériences d'amour inconditionnelles vont même changer au niveau génétique. Pas seulement la régulation des gènes, mais ça pourrait peut-être même aller dans la structure génétique. Ça, ce sont des hypothèses. Jusqu'à présent, ça n'a pas été vérifié, mais c'est pour dire que tout ça, ça a des changements plus profonds que juste dans la psyché de la personne. Ça va jusqu'au niveau physiologique. Donc, on parle de libération émotionnelle, des blocages, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau de l'amour inconditionnel. Et aussi, c'est pour moi, ce qui est intéressant, c'est toute la compréhension d'un point de vue plus sage qui peut être, par exemple, je te donne un exemple qui me vient, une femme qui avait beaucoup de colère envers son père, OK? Beaucoup de colère envers son père, qui ne l'avait pas aimé dans sa vie. Il avait donné beaucoup de fil à retordre et que là, elle connecte dans l'entrevie avec ses guides, elle connecte avec l'âme de son père qui était décédé et que là, c'était dans l'amour que ça se passait et elle a compris, mais expérientiellement parlant, que c'était dans le contrat d'âme de son père de jouer ce rôle-là. Puis là, nous autres, tu le sais, dans les formations, on devient un peu comme un détective. Hein? C'est quoi les bénéfices de jouer ce rôle-là, d'avoir ce type de contrat-là? Ah, ben là, c'est pour apprendre justement autant le pardon, apprendre à aller chercher de l'amour à l'intérieur de soi. Bon, la personne a nommé une panoplie de bénéfices et ça l'a changé complètement. Et c'est là que moi, j'avais un de mes enseignants, Carl Banyan, il dit quand on fait ce type de travail-là, on fait parfois des processus de pardon, mais au niveau le plus élevé, quand on connecte vraiment avec la vérité du contrat d'âme, il n'y a rien à pardonner. Ouais. Tout est OK. C'était un contrat, et quand on réussit à connecter, et je ne dis pas que c'est tous les clients qui connectent à ça, hein, mais je veux juste dire que quand on connecte avec cette réalité-là, ben, ça change à 180 degrés et la personne, à partir de ce moment-là, a changé, mais toute la colère a tout été dissipée et c'est pour ça, pour moi, que c'est vraiment la différence entre accéder soi-même à l'expérience et que quelqu'un d'autre, que ce soit médium ou autre, nous dise l'information. Parce que quand on connecte soi-même, ben, il y a un ressenti à ça qui a son impact particulier. Donc vraiment, c'est d'ailleurs ce qui m'avait motivé, moi, médium, oui, à chercher une solution, parce que je sentais bien que l'impact, quand on le vit, il est évidemment 1000 fois plus fort que quand on nous passe juste l'info, quoi. Oui. Et depuis que je me suis formé avec toi, je ne fais plus aucune séance de médiumnité. Si quelqu'un vient me voir et me demande de me connecter à sa mère, tu vois, cette semaine, j'avais une dame, elle a perdu sa maman il y a 3 mois. Je lui dis, mais attendez, vous allez vous-même la rencontrer.
Oui, ben oui. Et je pensais à un truc, là, par rapport à ce que tu évoquais. Il faudrait déposer le mot OGMH. Tu sais, organisme génétiquement modifié par hypnose. Ou alors, par amour au GMA, c'est bien aussi. Oui, oui. Non, mais c'est vrai parce que, puis je me rappelle, même au tout début de ma pratique, je me rappelle, je pratiquais sur une amie, et là, puis elle connecte avec un guide, puis là, le guide lui transmet le message, c'est important que tu fasses confiance en la vie. OK? Mettons qu'il y a un ami, un médium, quelqu'un qui te dit ça, tu dis, ben oui, mais encore. Oui, Mais elle est partie à pleurer à ce moment-là parce qu'elle a ressenti qu'est-ce que ça voulait dire. Et ça a été très significatif pour elle. Et c'est pour ça que dans ce type de processus-là, le fait que ce soit la personne qui vit change tout. oui, exact. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment plusieurs médiums qui suivent la formation exactement pour les mêmes raisons que tu le mentionnes, parce que le fait que le client ou le sujet accède à l'information, ça amène un niveau de, pas juste de compréhension intellectuelle, mais un niveau au niveau du cœur, au niveau des tripes. L'information, elle est multidimensionnelle, elle n'est pas juste dans la tête. Donc, Ouais, ça, c'est remarquable. Euh, est-ce que tu as vu, toi, puisqu'on aborde les questions de la médiumnité, etc., et des guides, est-ce que tu as rencontré, toi, des patients qui ont contacté des personnages religieux? oui, ça arrive. Ça arrive. Euh, puis, je dis que ça peut être influencé selon la culture. C'est intéressant. Abordons un petit peu le sujet. J'aimerais présenter dans un premier temps, parler de quelle façon les croyances peuvent ne pas influencer. Parce que si on prend Michael Newton, hein, dans un premier temps, lui, quand il a commencé à faire ce travail-là, ben, il ne croyait pas à rien de ça. C'était un psychologue qui était très cartésien, ne croyait pas à la réincarnation, toutes ces choses-là. Et que lui a commencé à avoir des sujets, mais il utilisait la régression en hypnose. Donc, il retournait à la source. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des gens que la source n'était pas dans cette vie-ci, mais elle était dans d'autres vies. Et les clients qui venaient le voir, ben, pouvaient ne même pas croire à la réincarnation. Donc, tu peux avoir un hypnothérapeute qui ne croit pas à ces choses-là, un sujet qui ne croit pas à ces choses-là et qui vit une expérience de régression dans une vie antérieure, puis après ça, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? OK? Donc, ça, c'est un exemple comme de quoi ce ne sont pas que des projections des croyances de l'individu. OK? Parce que si ce n'était que ça, ben, il n'y aurait pas eu ce type d'expérience-là. Donc ça, et pour être honnête avec toi, Philippe, ça a été, quand j'ai appris ça, c'est ça qui m'a motivé à explorer davantage, parce qu'on ne parle pas juste de projection de croyances, il y a d'autres choses, ou il peut y avoir d'autres choses. Parce que, également, il peut y avoir une influence ou une contamination que Newton appelle de l'esprit conscient ou des croyances selon le niveau de transe, le niveau d'absorption dans l'expérience, et que ça m'est arrivé d'aller donner même une formation au Maroc, et il y a des gens qui avaient des expériences, qui allaient à la Mecque, qui connectaient, bon, ils voyaient pas le personnage à Allah parce que je pense que ils peuvent pas, c'est pas OK, mais c'est pour dire que leur expérience était teintée de leurs croyances religieuses et ils vivaient des libérations, des trucs transformateurs. Et c'est pour ça que pour moi, c'est OK. C'est OK. C'est même, je dirais même important parce que si pour la psyché, le niveau de l'évolution de l'individu en ce moment, si que ce soit de rencontrer Jésus, Bouddha ou X, et que ça se présente de cette façon-là pour l'aider selon son niveau d'évaluation actuelle, merveilleux. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Donc oui, il peut y avoir, mais tu vois, Newton, lui, quand il y avait des gens qui rapportaient que Jésus était là, mais dans son système de croyance, c'était pas possible. Donc, il confrontait les gens, il disait, ah, est-ce que tu es sûr? Porte attention davantage. Et là, souvent, les gens disaient, ah non, c'est pas Jésus, c'est un guide. Mais on peut facilement comprendre parce que l'hypnothérapeute donnait la suggestion que c'est pas ça en posant les questions, que ça peut influencer l'expérience du client. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas de problème. Et pourquoi pas?
ça soit Jésus? Et pourquoi pas que ça soit Bouddha? Et pourquoi pas que ça soit telle personne vraiment? Je pense que tout ça est beaucoup plus complexe et multidimensionnel qu'on peut de le penser et qu'il faut faire attention à ne pas fermer des portes alors que la réponse est parfois « je ne le sais pas ». Tu comprends? Ouais. Est-ce que tu as des clients qui ont vécu des revues de vie? Oui, bien sûr. C'est quand même assez fréquent dans le travail qu'on fait d'amener la personne à vivre la revue de vie. Et moi, petite parenthèse, ce qui a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, à faire ce type de travail-là, puis je dirais autant les revues de vie des clients, mais autant le fait de voir à la fin des vies passées comment parfois les gens se sentaient peut-être déçus de la vie qu'ils ont vécue ou parfois qui auraient changé des choses. Et que moi, aujourd'hui, parce que je sais, à force de l'avoir vécu si souvent, que la revue de vie, c'est pas juste comme une croyance qui flotte dans mon esprit. Pour moi, c'est rendu une réalité. Et je parle de moi. Hein. Ouais. Et que moi, honnêtement, Philippe, je pense que je peux honnêtement te dire qu'il y a rarement une journée qui passe sans que je me pose la question, à un moment donné dans la journée, est-ce que je vais être fier de moi quand je vais faire ma revue de vie? Et quand j'ai des questions, des dilemmes, des questions, des choix professionnels, des choix à tout niveau, où j'ai un conflit avec quelqu'un, de quelle façon est-ce que je vais être fier de moi? Et ça, et la réponse, c'est pas toujours facile, hein? Parce qu'on voit de l'ego qui disent, ah, moi, j'aimerais ça faire ça, ou dire, ah, si je fais ça, je vais faire plus d'argent, ou si, non. Cette question-là me ramène. Donc, oui, effectivement, on peut faire les clients peuvent avoir ce type d'expérience-là, de revue de vie, mais moi, personnellement, ça m'a amené à intégrer ce savoir-là pour m'aider à m'assurer. C'est comme si j'essaie de le faire au fur et à mesure. Parce que si je sais que ça va arriver, aujourd'hui, je pense que tu vas avoir une belle revue de vie parce qu'une interview comme ça, mais c'est magique. donc oui, ce sont des choses. Et si je peux peut-être partager un exemple qui c'est dans une des vidéos que j'ai publiées il y a longtemps, au tout début, une femme qui avait accédé à la revue de vie. Puis c'était drôle parce elle était un guerrier, un soldat, un chevalier dans sa vie passée. Et évidemment, elle tuait beaucoup de personnes. Et dans sa vie antérieure, elle n'avait pas de problème avec ça, c'est son rôle et tout ça. Mais dans la revue de vie, elle a réalisé combien de souffrances elle a fait vivre aux gens, elle a senti la tristesse qu'elle a fait vivre à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose, parce que j'ai fait aussi une vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu, les trois choses à savoir avant de mourir, oui. que je parle aussi que dans la revue de vie, les expérienceurs de mort imminente rapportent aussi que parfois on revit ce qu'on a fait vivre aux autres, on a le point de vue de l'autre. Et cette femme-là avait vécu ça d'une certaine façon, elle avait toute la tristesse, mais en même temps, elle avait le point de vue que c'était son rôle dans cette vie-là, puis elle se rassurait, elle disait, au moins, j'ai pas tué des enfants, des femmes, je tuais les personnes que c'était plus noble selon ce rôle-là à ce moment-là. Donc oui, il y a des revues de vie qui peuvent être effectuées et qui aident la personne justement dans sa vie présente. Hein. Et par rapport à la connexion aux défunts, oui. Moi, tous les jours en séance. Hein, tous les jours en séance, j'ai des connexions. C'est magique quand même, ça. Ben oui, c'est touchant, ce travail-là. C'est touchant. Moi, ça m'arrive de sentir en plus en même temps. Alors, les gens voient pas, mais ça m'arrive de pleurer, de sentir la tristesse, tu sais. Oui. C'est fou. Alors, bon, évidemment, je dis rien. mais parfois, c'est quand même aidant. Et en tout cas, les grands bénéfices que tu peux noter, c'est quoi quand il y a une connexion comme ça, quand il y a un contact, par exemple, entre une fille et son père, ou, tu vois. Ben, écoute, ça change tout. Ça change tout parce que ça donne, et surtout quand l'expérience est
et la personne ressent bien la présence ou ressent la communication ou la connexion. Et c'est pas toujours que la personne va y avoir communication. Parfois, elle fait juste ressentir la présence. Ça dépend. Chaque personne a des expériences. Mais ça crée comme bénéfice, bon, une libération, un savoir que l'autre est OK. Tu sais, un savoir que l'autre est bien. Ça permet de boucler une boucle. Ça permet aussi parfois d'échanger. Hein. Moi, c'est arrivé parfois que l'être cher décédé demande pardon ou que la personne demande pardon à l'être cher décédé et que ça permet de faire un travail de deuil, mais immense, rapide. Et pas que ça doit être rapide, mais ça permet de procurer une expérience qui apporte un baume au cœur, qui permet de libérer certaines choses qui sont tout simplement merveilleuses. Et c'est pour ça que je suis très heureux que Dr Charbonnier qui fasse ce travail-là, puis qu'on collabore sur une formation justement de TCH qui facilite ce genre de connexion-là avec les HR décédés pour les aider. Et ouais, c'est ça, ça aide vraiment au niveau du cœur, au niveau à plein niveau. Puis encore là, il se passe ce qu'il y a besoin de se passer. Hein. C'est pas nécessairement tout le monde. Et ça, c'est un principe que je pense qu'il est important que les gens comprennent, ceux qui écoutaient ça en ce moment, que quand on fait ce type de travail-là, on s'en remet à une intelligence supérieure. Et cette intelligence supérieure permet de vivre ce qui est important de vivre. Et que parfois, puis même dans les ateliers de TCH de Dr Charbonnier, hein, il y en a qui vont vivre l'expérience de connexion avec un HR décédé, mais il y en a qui vont faire une régression, il y en a qui vont vivre quelque chose d'autre. C'est comme si, quand on ouvre la porte, quand on fait une demande sincère du cœur et on crée ce cadre-là de permettre de vivre ce qui a besoin d'être vécu pour aider à quelque niveau que ce soit, ben, c'est là que l'expérience se manifeste et ça se peut que la personne, moi ça m'est déjà arrivé, au lieu de connecter avec un HR décédé, ben, que ça va être connecté avec un guide et que ça va ou connecté à une autre expérience qui va aider, être aidante. C'est pour ça que en tant que sujet, c'est OK d'avoir un désir d'une expérience ou des attentes, mais en même temps, il faut comme apprendre à lâcher prise, dire ben, je fais confiance. Il va se passer ce qu'il a besoin de se passer. Alors parfois, tu parles des guides et des prises de conscience. Parfois, j'ai vu en séance des clients ou des patients qui remontent des compréhensions comme ça, qui ressemblent vachement ou fortement, on va dire, à des croyances. Tu sais, du genre, ah oui, je comprends qu'il faut que je sacrifie ma vie, cette vie-ci, parce que dans la précédente, j'avais vécu quelque chose de mal, je sais pas quoi. Et là, d'un seul coup, on a vraiment l'impression que ça ne peut pas être un guide ou sa conscience supérieure, que c'est quelque chose qui sort d'une croyance, quoi. Comment tu fais la distinction et qu'est-ce que comment t'arrives à remettre la personne, Oui, ben, Newton en parle, hein, puis on reprend le terme que j'ai parlé tantôt de contamination de l'esprit conscient. C'est que selon le niveau de transe, parfois, ça se peut, parce que la transe, c'est pas genre tout, puis ça aussi, et ça se peut que parfois, par rapport à un certain sujet, que l'esprit conscient influence, et c'est là que nous, notre rôle en tant que praticien, ben, c'est d'être très sensible, parce que moi, quand j'entends une information qui ne semble pas juste, qui ne semble pas respectueuse pour soi ou pour l'autre, c'est important de confronter cette information-là. Et moi, ce que je vais faire, c'est je vais approfondir le sujet. Et avec certaines techniques qu'on utilise en classe, je vais approfondir le sujet, je vais revenir et parfois, je vais même confronter le sujet si ça me semble pas juste. Je vais dire, est-ce que tu es certain? On va juste aller un peu plus profondément, enfin juste se laisser aller pour connecter. Et de façon générale, moi je me rappelle, c'est un petit peu comique, ça ne m'est pas arrivé souvent, honnêtement, mais ça m'est arrivé une fois que je me rappelle que la personne, elle voulait frapper la personne qui lui avait fait du mal. Évidemment, moi, ça m'a fait sourire parce que là, je me suis dit, mais ça ne peut pas être juste, c'est pas connecté à ce qu'il y a de plus sage. Hein? Donc,
Donc, avec toute la bienveillance, on a approfondi et effectivement, on a connecté davantage plus un point de vue supérieur. Puis là, ben, il y a d'autres informations qui sont ressorties, d'autres comportements qui sont plus respectueux. Hein? Et c'est pour ça que moi, en tant que praticien, puis je crois, en tant que praticien de façon générale, on doit garder une oreille attentive parce que ça se sent quand quelque chose n'est pas juste. Ça se sent vibratoirement, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, qui est pas dans le respect ou qui est pas dans une énergie de sagesse et que quand on détecte ça, ben, c'est tout simplement d'approfondir, de pas prendre pour du cash, comme on dit au Québec, pour prendre pour la vérité, la vie, tout ce qui sert nécessairement. Mais pour moi, c'est de là l'importance de créer vraiment un cadre, un taux vibratoire élevé, de faciliter une bonne connexion, parce que plus que la connexion va être, j'allais dire solide, mais c'est pas le bon mot, profonde ou connectée vraiment par le cœur, plus le taux vibratoire va être élevé, et plus des informations élevées vont être en mesure d'être accessibles. Voilà. Ah, super, super. Peut-être une dernière question, voire une avant-dernière, mais on peut y aller, hein, moi ça. Ouais, super, merci. T'as pas faim là, ça va? Oui, ça faisait longtemps que j'avais fait de l'entrevue, donc je prends plaisir à discuter de tout ça. J'ai contacté un médium pour le livre là, oui. Que je voulais interviewer et qui a décliné parce qu'il m'a dit mais votre sujet il est super, mais moi ça me fait peur quand on recommande à des gens comme ça de se connecter, quand on recommande à des gens des techniques, des méthodes qui permettent de se connecter comme ça aux défunts par exemple. Eh ben moi j'ai peur qu'une dame qui vient de perdre son fils et qui le contacte comme ça par l'hypnose, eh ben elle a envie d'aller le retrouver et donc de se supprimer à la fin de la séance, quoi. Bon, c'est un risque qu'évoque par exemple Botkin aussi ou Weiss, Brian Weiss, soit en EMDR IADC, tu sais, soit en régression. Toi, comment tu gères ça? Quelle prévention tu peux mettre en place pour Ouais, ben moi la balise primordiale que tu connais, que j'intègre dans toutes les séances, puis autant que j'en mets dans le pré-talk que dans la séance, vraiment demander à la conscience supérieure ou l'intelligence supérieure de donner accès à ce qui est bon et juste d'accéder pour la personne qui va être aidant. Et je vais te donner un exemple qui m'est arrivé avec une personne qui, en me rencontrant, elle avait des tendances suicidaires, mais elle m'en avait pas parlé. Je ne savais pas. Donc, parce qu'on ne peut pas tout savoir sur le client, bien sûr. Et là, la cliente, elle accède à une vie antérieure où elle s'est suicidée. Tu sais, c'est intéressant, l'intelligence qui est en arrière de ça. Et que par la suite, elle comprend l'erreur et qu'elle parle, puis et avec les guides, elle reçoit l'importance de ne pas reproduire la même erreur, de vivre la vie pleinement. Et c'est pour ça que moi, pendant la séance, je mets ça comme un focus principal de comprendre, en fait, que si la personne vient pour une connexion avec un être cher décédé, le but de la séance, c'est d'accéder à une expérience qui va l'aider à mieux vivre sa vie et de vraiment faire comprendre à la personne que si son but c'est de retourner de l'autre côté, c'est sûr et certain qu'elle ne sera pas fière d'elle. C'est sûr et certain, c'est pas comme ça fonctionne. Et que c'est pour ça que c'est important en tant que praticien de vraiment poser ce cadre-là et une session, pour moi, elle est réussie si justement la personne sort de la séance puis elle dit « Ah, OK, maintenant je vais vivre pleinement ma vie », que ce contact-là avec l'être cher décédé, tu sais, puis que je pourrais même poser les... Bon, ça dépend du cas, mais si la personne dit « Ah, Charles, je veux vraiment aller la rejoindre, je veux aller... » Bon, il y aurait aussi, parce que là, je parle, il y a différentes étapes, c'est certain que dans la sélection, il y a tout le temps une sélection de la personne qui est faite avant. Hein? C'est-à-dire que si, moi, dans l'interview téléphonique ou en parlant à la personne, je sens qu'elle n'est pas centrée ou qu'elle n'est pas dans la bonne énergie, ben, je vais refuser. Hein? C'est certain qu'elle doit comprendre que le processus, c'est d'aider à vivre l'expérience pour l'aider
à mieux vivre. Parce que les bénéfices thérapeutiques sont énormes et ça serait dommage de dire, c'est comme n'importe quoi. Hein. Moi, c'est comme n'importe quoi. Si c'est bien utilisé, ça peut être très thérapeutique, très aidant à plein niveau, mais c'est juste qu'il faut bien le faire, puis avec les bonnes personnes, tout simplement. Et moi, je te dirais, de mon expérience, avec cette balise-là, de vraiment, et ça, je ne fais pas juste le dire, mais je l'émane de tout mon être, qu'il va se passer ce qui est juste, ce qui est bon, de se passer pour la personne, pour l'aider à mieux vivre sa vie, pour l'aider à évoluer, à avancer. Ça m'est jamais arrivé qu'une personne puisse même, dans son discours, dans son énergie, par la suite dire « Ah, j'ai le goût d'aller la rejoindre ». Non, ça m'est pas arrivé. Je dis pas que c'est pas possible, hein, Ouais. mais c'est pour ça que je dis que la façon de travailler, une façon juste, puis qu'on met des bonnes balises, des fusibles de sécurité on entend souvent en hypnose, ben, on évite ce type de situation-là. Le formulaire est très aidant aussi. Oui. Parce qu'il passe tout en revue, y compris la question de l'historique psychiatrique, est-ce que vous prenez des médicaments, est-ce que vous avez déjà été à un hôpital, enfin bon, etc. Ça, c'est vachement chouette. Ça permet de... Oui. Et c'est pour ça que quand on a des cas qu'on dit « Ah, ben ça, c'est plus pour les psychologues », parce qu'il y a des psychologues qui suivent la formation, puis ils vont être aux psychiatres, aux médecins, qu'eux autres, bon, ils vont être plus en mesure d'aborder ces sujets-là, mais c'est important, les praticiens, c'est très clair dans la formation, ceux qui ont des troubles psychologiques ou qui ont été diagnostiqués, certaines pathologies, bien que ça, c'est pour les spécialistes dans ce domaine-là, nous autres, on ne touche pas à ça. Super. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Jean-Charles. Ben, ça fait plaisir, Philippe. Merci à toi. Merci à toi pour ce livre que j'espère je sais qu'il va contribuer à aider beaucoup les gens à comprendre ces choses-là, différentes facettes. Donc, je pense que c'est une super idée que tu as eue.